Le matin, la lumière du jour révèle l'horreur. Des corps, vivants ou morts, jonchent les lieux, témoignant d'une évacuation précipitée. Jacob, assis dans la boue, fixe l'horizon. Il ne pense qu'à retrouver Bluma. D'abord, il doit trouver des bandages pour ses pieds. Il se dirige vers l'infirmerie. Que se passe-t-il ? L'un des hommes gémit depuis son lit pendant que Jacob commence à enrouler des bandages sur ses pieds enflés. « Les Russes, dit Jacob, sont venus et repartis à nouveau. Les Allemands sont partis. Il reste quelques centaines de prisonniers. Où vas-tu ? demande-t-il. Pour retrouver ma femme et mes enfants. À 3 kilomètres, au sous-camp des 825, Ron Smith, caporal suppléant britannique, se réveille d'un sommeil profond. Capturé au Moyen-Orient, il fut transféré en Italie puis en Pologne. Les prisonniers de guerre avaient été évacués, mais Ron était resté pour finir un travail à l'usine chimique. Puis son camp a bombardé l'usine et tout est devenu noir lorsque les décombres sont tombés sur lui. Aucun Allemand n'est présent quand Ron entre dans le mess, s'attendant toujours à recevoir un ordre. Il est accueilli par un silence étrange. Il trouve une caisse de la Croix-Rouge, l'ouvre et mange du pain avec de la confiture. Il se rend ensuite sur la pelouse, où les Allemands laissaient les prisonniers jouer au football le dimanche. Leur unique jour de repos, après 12 heures quotidiennes, 6 jours sur 7, à l'usine chimique ou au transport de marchandises. Un faux pas valait une raclée, certains ne s'en relevant pas. La plupart des gardes étaient des soldats de la Wehrmacht, pas des 16. Ils pouvaient être brutaux quand ils le voulaient, mais ce n'étaient pas des sadiques, du moins pas avant que les bombardements ne commencent. Dès que les sirènes retentissaient, les Allemands devenaient des hommes féroces, imprévisibles et terrifiés. Ron avait toujours senti quelque chose de maléfique chaque jour au camp principal. Des coups de feu retentissaient, la fumée du crématorium flottait au-dessus des barbelés, une odeur chimique et écœurante de mort régnait. Il voyait parfois les prisonniers civils à l'usine chimique ou creusant des tranchées. Des hommes en haillons rayés, des crânes enveloppés de peau pâle, avançant sur des jambes sans chair. À l'usine chimique, il avait travaillé quelques jours, de temps en temps, à côté d'un juif polonais. Les nazis lui avaient tout pris, l'avaient jeté dans un train et séparé de son mari et de ses enfants. Elle a dit à Ron qu'elle ne pensait pas qu'il serait encore vivant. C'était la première fois que Ron voyait un humain vidé de l'intérieur. « Pour les juifs, l'avenir n'existe pas, a-t-elle dit. Il ne reste que les souvenirs. » Ron jette un dernier regard autour du camp, passe un sac à dos sur son épaule et franchit le portail ouvert. Pas de garde, pas de chien, juste le craquement de la neige sous les pieds. À quelques centaines de mètres, il arrive sur un vaste champ ouvert, où un long fossé de 3 mètres de profondeur est rempli de centaines de milliers de cadavres entremêlés. Des bras et jambes formant une masse de poupées brisées. La neige se dépose doucement sur eux, rendant l'horreur irréelle. Ils regardent le souffle coupé. Il doit y avoir des survivants, et Ron les cherche. Jacob peut voir des Russes à cheval, des stènes à la main, inspectant la mer de cadavres. Derrière, un jeune Polonais tire une vache avec une corde. Jacob, qui a tenté de soigner les malades avec un prisonnier politique allemand, a allumé un grand feu avec du bois des baraquements. Le prisonnier politique allemand dit qu'il déteste Hitler, qu'il est antifasciste, mais il reste allemand. Alors les autres le traitent avec méfiance. Bien qu'il mangeait mieux que la plupart, il est fort et construit une bonne cheminée. Jacob et d'autres hommes tuent et découpent la vache. Un Russe crie qu'ils reviendront plus tard. Les hommes mangent lentement, arrachent la viande avec les doigts. Certains vomissent, d'autres prennent de petites bouchées, craignant de rejeter la nourriture trop vite. Jacob a vu des hommes mourir de gourmandise. Un Anglais arrive avec 2 infirmières polonaises et se présente comme Ron. Il observe Jacob puis les cadavres dans la cour, peinant à dissimuler son choc et sa pitié. La mort est partout, mais l'espoir aussi. En face du camp, des Polonais locaux et des soldats de l'armée rouge ont aménagé des dortoirs de fortune avec couverture, nourriture et seaux d'eau chaude. Les infirmières lavent doucement les hommes les plus abîmés, leur offrant un premier contact humain depuis des années. L'un d'eux s'effondre en larmes. Au matin, la moitié seront morts, mais les plus forts chantent, leur voix brisée, tremblant d'incrédulité. C'est fini, ils sont libres. Jacob a-t-il mangé ce qu'il pouvait ? Il demande à l'Anglais, dont l'histoire a circulé à l'étranger. 18 mois au camp football, le dimanche. Des coups, mais aussi de la nourriture et des lettres. Jacob est en colère que les Allemands montrent de l'humanité envers certains, mais traitent d'autres en vermine, simplement car ils sont nés juifs ou slaves. Quand Ron dit qu'il a travaillé dans l'usine chimique, les oreilles de Jacob se dressent. « Ma femme, dit Jacob, est chimiste chez Bluma. » Le visage de Ron change. Ces hommes sont fragiles. L'espoir est une arme à manier avec précaution, dit-il à Jacob. Il l'a vue brièvement avant les bombardements alliés, mais ignore où elle a été envoyée ou si elle a survécu. La dernière fois qu'il l'a vue,
Elle avait encore de la force. Elle parlait souvent de toi, dit Ron. Jacob ferme les yeux, incapable de parler. Ron se lève, doit partir, mais promet de la chercher. La retrouver pourrait le conduire aux enfants. Il contactera les Russes pour retrouver les Polonais de l'usine et enquêter. Il reviendra le matin. Jacob retient ses larmes, acquiesce, espérant que sa famille elle existe encore. Jacob aperçoit Elias de l'autre côté de la cour, alors que Ron s'éloigne. Ron se retourne, surpris par la bonne humeur d'Elias. Au milieu des cadavres, Elias semble plus vivant qu'il ne l'était jamais sous les Allemands. Dans le chaos, il a rassemblé des détenus de diverses nations, chacun muni de sacs de conserve, fruits, viande, poissons et doux. Elias s'approche fièrement des hommes près du feu. « Puis-je vous proposer quelque chose ? Des fruits, de la vitamine C. Jacob élimine cette maladie, dit-il en claquant des doigts. Ou préférez-vous une arme ? Les partisans sont partout, c'est risqué de sortir sans armes. » Pas de réponse. « Et ta femme Bluma ?» Elias taquine en souriant. Tandis que des cadavres passant sur des brancards, Jacob ne relève pas la tête, sachant ce que fait Elias. On ne peut pas faire confiance à Elias, qui ricane en secouant la tête. Avec sa petite armée, il avance, prêt à saisir sa chance dans le chaos du marché noir. Jacob essaie de se relever, mais le poids émotionnel le frappe de plein fouet et le renvoie au sol. Lorsqu'il se réveille, il est dans un lit, dans une pièce qu'il ne reconnaît pas. La panique le submerge. Une infirmière se précipite et tente de le calmer. Une infirmière lui annonce qu'il a été inconscient 2 jours, transféré dans un hôpital temporaire. Il a besoin de Ron. Il tente de se redresser, mais son corps refuse. Une douleur intense envahit ses pieds, la chaleur l'accable. Dehors, il entend camions, bottes et ordres criés. Le chaos. Les Russes sont prévus des transports, dit l'infirmière, mais il vous faudra au moins 2 semaines de traitement avant de partir. Ron est revenu au camp le lendemain, comme promis. Mais Jacob n'était ni dans les baraques, ni à l'infirmerie. Les Russes crient des ordres, chargent les prisonniers valides dans des camions et les envoient à la gare vers une destination inconnue. Ron tente de parler à certains garçons, mais ils ne comprennent pas l'anglais. Ils le regardent, comme s'ils voyaient un fantôme, un soldat britannique, hors de sa place, témoin de la brutalité qu'ils subissent depuis des années. Sur le front de l'Est, il doit finir par quitter la Pologne, mais pour l'instant, c'est trop dangereux de sortir seul. Personne ne sait ce qui se passe ni qui est responsable. Il pourrait aller en Allemagne, mais il a promis à Jacob de tenir sa parole. Un ingénieur polonais de l'usine chimique le lui avait dit. Bluma a été envoyé à pied dans un camp à 50 km. Les Russes l'ont déjà libéré. Ron décide d'essayer d'y aller. Après 20 jours à l'hôpital, Yakov et d'autres convalescents sont entassés dans des camions vers la gare la plus proche. On leur annonce qu'ils partent à Cracovie. Les bombardements et incendies ont fait de la ville et de la Pologne un cimetière. Les rues sont bondées. Chacun vend ce qu'il peut. Tandis que contrebandiers, voleurs et bandits rôdent. Dans l'obscurité, on a l'impression que les camps se sont vidés directement dans la ville. Jacob doit attendre un train pour un camp de transit, sans endroit où dormir. Il n'est pas sûr de s'allonger dans les rues. Des hommes y meurent de froid la nuit. Cela ne ressemble pas à la liberté, c'est comme attendre la mort. Il y a au moins une cuisine gérée par la Croix-Rouge polonaise. Il est assis avec un juif grec et un italien. Les 2 hommes découvrent l'existence de camps pour grecs et italiens, où ils risquent d'être envoyés. Mais Jacob n'a nulle part où aller. Il a froid, faim, est épuisé et porte encore son uniforme rayé. La Pologne est envahie de Russes amers et d'Allemands nerveux. Il n'est pas encore sûr de retourner à Warsa. Elias arrive, en costume élégant, chapeau et chaussures cirées. Jacob, mon vieux, il siffle vers un de ses gars et lui dit d'apporter des vêtements pour que Jacob puisse quitter son uniforme rayé. Tout autour, il n'y a que des cas désespérés, et Elias adore ça. Il dit à Jacob que des milices civiles et des soldats allemands prêts à mourir sont maintenant dehors. Des Russes fous qui pourraient tirer d'abord et poser des questions ensuite. Jacob aura besoin de protection et par chance, Elias se rendant à Warsa l'emmènera. Il a appris que Bluma aurait pu être envoyé là-bas. Jacob sait que cela lui coûtera cher. Elias ne fait jamais rien gratuitement. Alors qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Jacob regarde Elias et aperçoit un sourire. Ron n'a jamais retrouvé Bluma au camp. Il a trouvé un désert, des fosses communes et des crématoires laissés par les nazis. Les Russes trient les prisonniers par nationalité et les entassent dans camions et trains. La plupart des prisonniers sont trop malades ou traumatisés pour réagir. Des centaines de milliers de personnes errent, dormant dans les gares, mourant de froid dans les forêts, espérant retrouver des foyers disparus. Ron rencontre des prisonniers de guerre anglais qui lui offrent de la monnaie polonaise et lui proposent de retourner en Angleterre, mais il refuse. Le visage émacié de Jacob, le désespoir de Bluma.
Voilà tout ce à quoi il pensait. Il fait constamment des cauchemars, hanté par des corps, persuadé de n'avoir pas assez agi pour stopper l'horreur. Il voyage un temps avec le convoi de l'armée rouge, passant devant ce qui semble être une traînée de morts. Des dizaines de milliers de personnes ont marché depuis les camps, mourant en chemin et simplement abandonnées là, dans la boue. Les survivants de la marche ont été conduits vers un autre camp pour y être exécutés, mais les soviétiques sont arrivés avant. Les bâtiments ont été transformés en hôpitaux et centres de rétention en une nuit. À l'intérieur, Ron voit des hommes et des femmes attachés à des lits, leurs corps ouverts et recousus, signe d'expériences médicales abandonnées. C'est de l'horreur sur de l'horreur, partout. Il regarde dehors. Des soldats de l'armée rouge tirent sur des hommes dans les forêts. Il voit des groupes de soldats traîner des femmes derrière des murs effondrés. Personne ne les arrête. Vraiment ? Les Britanniques et Américains approchent des camps de l'Ouest, mais Ron n'est pas prêt à traverser seul. Pas encore. Il persuade un officier soviétique de le conduire dans un camp spécial créé par les Russes pour la SS, la Gestapo et d'autres nazis. Quelqu'un là-bas doit forcément savoir quelque chose sur Bluma. Après tout, elle est censée être une scientifique réputée et connue. Après avoir fait du stop à l'arrière d'un camion, il trouve un garde SS de Baran logé dans une cabane misérable, probablement en attente d'être envoyé en Sibérie. Un regard sur le visage de l'homme suffit à Ron pour comprendre. C'est un voyage sans retour. Le garde connaissait Bluma à contre-cœur, sûrement sous la menace, et a dit qu'elle jouait un rôle clé à l'usine chimique. Et oui, il affirme savoir où elle se trouve maintenant, mais il aura besoin de sa liberté s'il doit y emmener Ron. Ron reconnaît une tentative de corruption. Quand il en entend une, il prend quand même le risque. Il appelle l'Angleterre depuis un poste de commandement soviétique, informant ses supérieurs de la célèbre chimiste et de son mari. De l'or pour la propagande, afin de remonter le moral national. Contre toute attente, il libère les Allemands. Elias, 3 de ses hommes armés, et Jacob entrent dans ce qui reste d'Orsau. La ville est en ruine, plus de 85% détruits. Des quartiers entiers ne sont plus que des cheminées et caves effondrées, les rues ensevelies sous des montagnes de briques et de plâtre. Tout s'effondre. Une ville jadis animée de cafés et théâtres est devenue un vaste cimetière. Les soldats russes envahissent la zone, les chars progressent dans les décombres, écrasant tout. Les mitrailleuses résonnent. Des soldats ivres de l'armée rouge titubent avec des bouteilles volées, rient d'un rire morbide, hommes brisés par la guerre. La maison de Jacob a disparu, rasée. Il regarde les ruines. Elias ne le remarque pas ou s'en moque. Il n'est venu là que parce que Jacob l'avait supplié. 5 années de guerre ont transformé Elias en quelque chose de terrible. Quand l'un de ses hommes le roule, il lui tire dessus en pleine rue, comme si de rien n'était. Les tirs sont si fréquents que les soldats russes au loin ne réagissent même plus. Et Elias promet de réunir bientôt Jacob avec sa femme. Mais d'abord, ils doivent faire un détour. La mère de Jacob, mécène des arts, vient d'une famille aisée de longue date. Comme les autres juifs, elle a été envoyée au ghetto après l'invasion nazie. Jacob ignore ce qu'elle est devenue. Elle possédait autrefois une magnifique maison de ville dans le quartier huppé de Zoliborz. Les premiers combats de l'insurrection de Vorsa ont eu lieu là-bas, mais contrairement au reste de la ville, Zoliborz tient encore, ses grandes villas abîmées mais intactes. Ils traversent un parc devant des maisons aux fenêtres cassées. De jeunes soldats russes courent hors des maisons, sacs sur le dos, tandis que chandeliers et tableaux débordent des fenêtres à l'étage. Jacob entend des cris et des coups de feu. Des hommes en chapka regardent derrière des rideaux de velours, la culpabilité sur leur visage. 5 hommes du coin peinent à descendre un piano à queue dans les escaliers. Mais ce ne sont pas des Russes, juste des pillards. Jacob s'arrête devant sa maison d'enfance. La statue d'un chérubin danse encore dans le jardin. Les haies sont envahies de végétation. L'un des hommes d'Elias passe en premier. Ils regardent autour d'eux pour voir s'il y a des Russes. L'armée rouge les a peut-être libérés. Mais pour l'instant, c'est chacun pour soi. La maison a été saccagée, les lustres ont été descendus, des tableaux manquent au mur, même les chaises et les tables ont disparu. Elias repousse Jacob et indique les escaliers du sous-sol. Jacob lui demande comment il le connaît si bien. On lui rappelle que Bluma est célèbre, que la propre mère de Jacob était bien connue des SS, et Elias aussi. Il avait des contacts allemands au camp. Initialement, il devait obtenir les informations sous menace d'extermination, mais tout a changé quand les bombes sont tombées. Jacob sait ce qu'ils veulent, le coffre-fort au sous-sol. C'est là que sa mère gardait la plupart de ses bijoux, de l'argent liquide et un tas d'obligations et de lettres que le père de Jacob lui avait envoyées. En mer, Jacob s'accroupit devant le coffre-fort, un pistolet pointé sur sa tête. Il se souvient de la combinaison choisie par son père. 25, 8, 20, la bataille d'Orsa, date où la Pologne a vaincu l'armée rouge. Ron et l'Allemand attirent beaucoup de regards curieux en traversant les rues bombardées jusqu'au camp, où ils sont censés retrouver Bluma.
L'Allemand veut que Ron sache qu'il n'a jamais approuvé les exécutions. Ron pense qu'il obéissait juste aux ordres. Beaucoup diront ça. En entrant dans le camp d'extermination, d'énormes tas de corps mutilés gisent au sol. Quelques soldats de l'armée rouge traînent dans les environs, mais la plupart des prisonniers sont partis. Le soldat allemand dit à Ron que Bluma était à l'hôpital lors de sa dernière visite. Ron persuade un Russe à l'anglais limité de le laisser entrer dans l'infirmerie. Le Russe secoue la tête, puis fait signe à Ron d'entrer des yeux en surveillant l'Allemand. Les lits sont vides, l'odeur de décomposition envahit les narines des hommes. Les draps sales portent des taches de putréfaction, de sang, de vomi et de matière fécale. C'est vide, il n'y a personne à l'intérieur. Le Russe désigne un grand bâtiment en pierre où une rangée de fours crématoires montre la précipitation des derniers jours. Il y a des cadavres en décomposition, empilés les uns sur les autres. Lorsque Ron ouvre les portes du four, il voit des fragments d'os, des morceaux de crâne, de la graisse fondue, figée sur les briques. Un espace au bout devait être l'endroit où les os étaient broyés. Les cendres, destinées à être utilisées comme remblais dans les marais, étaient jetées dans les rivières ou les étangs. Un tas d'objets de valeur, surtout des bagues, se trouvent dans un coin. Les victimes ont dû les dissimuler, les coudre dans leurs manteaux, ou les avaler. Ron ramasse les bagues une par une, jusqu'à ce qu'il en trouve une avec une gravure à l'intérieur. Jacob et Bluma, 1931. Jacob vide le coffre-fort de bijoux et d'argent. Il ferme brièvement les yeux, pensant à sa famille. « Elle est morte ?» demande-t-elle à Jacob. Elias sourit. « Ne t'inquiète pas, tu seras bientôt avec eux. » Elias lève son arme. Jacob prend une profonde inspiration. Un coup de feu retentit dans la cave. Elias tombe sur Jacob. 2 autres coups de feu. Jacob pousse Elias de côté, étourdi, oreilles bourdonnantes, sans savoir d'où viennent tes tirs. 2 hommes d'Elias se tordent au sol, leur sang couvrant la pierre. Il aperçoit alors 5 garçons, l'âge de son fils, maigres, les yeux fous, vêtus de vêtements trop grands, chacun tenant une arme démesurée. « Je suis polonais », dit Jacob doucement. C'est alors qu'un de ces garçons, le visage impassible, tire 2 fois sur Jacob dans la poitrine. Pendant un instant, il regarde simplement Jacob dans les yeux, presque avec curiosité. Les garçons ramassent les objets de valeur et s'enfuient rapidement dans l'escalier. Jacob halète, du sang l'entoure. Le crépitement saccadé des tirs de mitrailleuses à l'extérieur est la dernière chose qu'il entend. Vous avez vu ce qui s'est passé après la fermeture des camps nazis, mais certains prisonniers n'ont pas attendu la libération. Regardez, s'évader du camp de la mort nazie. Pour découvrir les histoires incroyables de ceux qui se sont battus pour s'en sortir, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.